Quel défi la psychiatrie doit-elle relever? Alors, pour répondre à cette question très simple, je trouve, donc 4 personnes autour de cette tribune. Félicité Herzog. Vous demandez peut-être pourquoi elle est là si vous n'avez pas lu son livre. Elle a travaillé dans différentes grandes entreprises, dans des banques d'affaires, chez Lazare, elle a travaillé chez Areva, elle a travaillé chez Publicis, et surtout, et c'est pour ça qu'elle est là, surtout, parce qu'elle a écrit ce livre que je vous recommande beaucoup, qui s'appelle « Un héros », qui a été publié chez Grasset, livre dans lequel elle raconte son histoire personnelle, l'histoire de la famille, l'histoire de sa famille, de son père, Maurice Herzog, qui était un alpiniste et qui fut ministre du général de Gaulle, l'histoire de sa maman, et puis également l'histoire des relations que Félicité Herzog a eues avec son frère, son grand frère, qui s'appelait Laurent, et qui, elle va nous le raconter, donc, était atteinte d'une maladie mentale, mais on a mis très longtemps avant de s'en apercevoir. Donc on va parler de tout ça avec elle. Martin Hirsch, je ne sais pas si vous le présentez, donc c'est le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Martin Hirsch a fait 1000 choses dans sa vie. Il a été en particulier directeur du cabinet de Bernard Kouchner quand celui-ci était secrétaire d'État à, je ne sais plus, à la santé et à autre chose. Il a été directeur de la pharmacie centrale des hôpitaux, il a été haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et quelque chose pour la jeunesse dans le gouvernement de François Fillon. Bref, il a fait énormément de choses, il a même fait des études de médecine mais il ne les a pas terminées, il a fait l'ENA, il a fait Normal Sup. Bref, il peut répondre à toutes les questions que l'on souhaite à propos des défis de la psychiatrie. Mon voisin, dont je vais encore écorcher le nom, mais c'est pas grave, mais c'est écrit là, Pierre-Michel Lorca, donc il est professeur de psychiatrie au CHU de Clermont-Ferrand et il coordonne les centres experts de fondamental. Et enfin, Alain Gérard, qui est psychiatre libéral, après avoir travaillé dans les hôpitaux publics. Il coordonne un groupe de réflexion et de recherche sur la dépression. Il connaît bien toutes les questions relatives à la psychiatrie, fait partie lui aussi également de Fondamental. Voilà, donc c'est avec tous les 4 qu'on va discuter. Je vais commencer par donner la parole à Félicité Herzog, peut-être pour rappeler la question qui figure dans son livre et qui d'une certaine façon hante le livre du début jusqu'à la fin. Jusqu'où faut-il remonter pour trouver la source d'une tragédie personnelle, écrit-elle. J'ai envie de vous demander, Félicité, si lorsque vous reconsidérez finalement l'histoire de votre famille, et en particulier l'histoire de la relation que vous avez eue avec votre frère, est-ce que vous avez l'impression qu'on aurait pu, on aurait dû diagnostiquer plus précocement ce qui lui est arrivé? Est-ce que ça aurait fondamentalement changé les choses ou pas? Ah oui, c'est certain que si on avait pu diagnostiquer plus tôt, c'est tout ce qu'on a dit pendant la journée, on aurait pu mettre en œuvre une prise en charge et pas attendre une première tentative de suicide, puis un errement et un nomadisme absolument sur des années. Bien sûr, on peut toujours essayer de refaire l'histoire. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui, donc, comme je ne peux apporter qu'un maigre témoignage et qui n'est pas savant naturellement, mais un témoignage donc de la sœur d'une victime de cette maladie et aussi le témoignage d'écrivains, d'avoir tenté de communiquer sur un problème de déni face à une schizophrénie dans les médias. Donc, ce qui me frappe sur la question du diagnostic tardif, c'est qu'il y a à la fois, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, je vais commencer par ça, c'est que toujours aujourd'hui, la psychiatrie, les maladies mentales
réunissent un très grand nombre de peurs profondément ancrées, de sujets tabous, de non-dits, et que finalement, tant qu'on n'a pas désamorcé ces peurs les unes après les autres, dans la population, dans les milieux décisionnaires, je ne suis pas sûre qu'on arrivera vraiment à faire basculer les choses. Quelles sont ces grandes peurs? La peur de ne pas savoir en parler. Quand on parle de schizophrénie, les gens ne savent pas ce que c'est. Le niveau de connaissance est très, 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 très faible, y compris dans des milieux hyper cultivés, comme s'il y avait une sorte de... On évacuait ce sujet immédiatement. Peur de la tare génétique. Donc il faut faire très attention dans les... Je regardais le camembert sur la partie génétique, c'est quand même très multifactoriel. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire de la recherche pharmacologique aussi poussée. C'est aussi peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à en trouver les causes. Peur de l'instrumentalisation par le pouvoir politique. Il y a ce sujet très, très profond de l'utilisation politique qui peut être faite contre les libertés publiques, peur de la stigmatisation, peur de l'enfermement pendant si longtemps, peur du corps médical, mais des institutions, des juges, et puis enfin peut-être une peur indicible qui est de tout être humain, la peur de devenir fou. Et ça, ce sont des choses extrêmement puissantes, irrationnelles, qui, me semble-t-il, entravent l'identification de ces syndromes, de ces pathologies chez, en particulier, des gens très jeunes qui ont leur vie devant eux, sur lesquels on a un projet d'avenir. Et ça, vraiment, j'ai assisté à ça personnellement, en particulier parce que dans ma famille, disons qu'on on vivait un peu dans le mythe général, dans la légende, dans l'idée qu'il fallait se surpasser, être toujours le meilleur. Enfin, je ne vais pas broder là-dessus parce que je l'ai fait très longtemps, mais il y avait un refus, et ce refus, je l'ai un peu retrouvé quand j'ai parlé de cette histoire à la radio ou un petit peu à la télévision, ou même face à des gens qui sont encore une fois, très cultivés, très, très compétents, le refus d'admettre cette maladie, une sorte de refus intellectuel, émotionnel, qui me paraît être assez français. Je ne suis pas certaine qu'aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, ou dans les pays scandinaves, ou peut-être en Suisse, c'est soit la même chose. Donc ça conduit à une sorte de fatalisme. Donc on dit, écoutez, voilà, c'est comme ça, on ne pourra pas faire changer les choses, et à une démission. Et ça, il y a un travail sur les perceptions. Alors je ne sais pas quelles sont les mesures à prendre ou la meilleure organisation, mais il me semble que vraiment, je sais que les médecins, ça a été rappelé ce matin, les internes n'ont pas d'expérience psychiatrique ou il n'y a pas de formation de psychoéducation ou de communication, mais ce travail de perception de la société, il faut absolument parvenir à l'effectuer parce que les premiers relais, les premiers émetteurs, les premiers médiateurs face à quelqu'un qui est atteint de schizophrénie ou d'autres troubles, ce sont les proches, c'est la famille, ce sont les amis, ce sont les gens dans les activités périscolaires. Et ça, comme c'est une maladie très, très, très déroutante, la schizophrénie, quand même, les gens tombent de leur armoire quand ils entendent parler de troubles hallucinatoires. Ça les mène directement à une sorte d'impuissance. Et donc, face à ce constat-là, qui paraît étonnant qu'aujourd'hui on en soit encore là, après, en plus dans un pays où la psychiatrie est un grand domaine de leadership intellectuel et médical pour la France, que dire? C'est de la formation, de l'information, des supports pédagogiques qui soient ni trop vulgarisés, c'est-à-dire qui n'apportent plus rien, ni trop techniques, qui sont absolument inaccessibles.
Donc ça relève vraiment d'une politique générale concernant la santé mentale et de travailler sur la culture, sur notre sensibilité à ces sujets. J'en reviens à votre livre. Quand vous êtes placé devant l'évidence du fait que votre frère est malade et qu'il faut faire quelque chose, vous écrivez cela. Je le savais depuis toujours, mais ne l'avais pas admis. Rien de ce qui se passait ne m'étonnait. Il me revenait par fragments de mémoire cette sensation de bizarrerie que suscitaient les gestes de mon frère quand nous étions enfants, son regard, sa manière d'entrer dans une pièce, de bouger, son absence d'attention et de contact physique avec autrui, son inquiétante étrangeté. Ce que vous dites, c'est que vous l'aviez perçu, mais au fond, vous ne l'avez pas dit, et personne autour de vous ne l'a dit, n'a osé le dire d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous passiez à l'acte d'une certaine façon et que vous disiez il y a quelque chose qui ne va pas? Ou est-ce que c'était impossible? Mais en fait, ça rebondit sur quelque chose qui a été dit ce matin. Je crois que c'était le président de l'UNAFAM. C'est qu'il y a des signes d'étrangeté assez puissants. Mais intellectuellement et culturellement, de franchir le pas, de se dire que quelqu'un est accablé par une maladie mentale, je vous assure, c'est un gros pas. Et moi, il a vraiment fallu, je me souviens très bien, d'ailleurs je le décris dans le livre, un moment clé où je me suis dit, mais c'est évident que quelqu'un de sain d'esprit n'aurait pas pu agir de cette manière-là. Mais donc, il n'y a vraiment que la compréhension de ces sujets, le fait que la psychiatrie ne soit pas éloignée de la société, qu'on soit éduqué à ces problèmes de santé psychique, de la même manière qu'aujourd'hui on veille à ses dents, je ne sais pas moi, au diabète, on est quand même surinformé sur ces sujets, qu'on s'interroge sur la santé psychique, que ce ne soit pas un interdit. À cette époque-là, je ne suis pas sûre, c'était un peu une sorte d'engrenage infernal, il m'avait semblé. Pierre-Michel Lorca, quand on préparait cette table ronde, vous nous avez dit, et on sent que c'est un sujet qui vous tient à cœur, que l'amélioration des compétences des professionnels de santé dans le repérage des troubles était un défi pour vous qui était extrêmement important. Je crois que c'est vraiment, ça a été souligné à de nombreuses reprises. Le problème, c'est que, en fait, je pense que c'est un enjeu majeur et un réel défi à relever. Pourquoi? En médecine, je vais d'abord parler des problèmes de santé de la médecine, on parle médecin généraliste, etc. On reste sur des modèles de représentation des métiers qui font qu'on empile les connaissances. Un médecin généraliste, discipline qui est maintenant une spécialité depuis plusieurs années, doit avoir un niveau de compétence dans de nombreux domaines, pas seulement la psychiatrie, qui est exponentiel compte tenu de l'augmentation des connaissances scientifiques. Or, en fait, la question qui se pose, c'est son métier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il voit, par exemple, à peu près, on dit 30% de sujets ayant des troubles psychologiques. Justement, est-ce que c'est un enjeu? Mais il doit participer de cette prévention. Comment c'est valorisé? Et en fait, on voit bien que la difficulté de faire évoluer le modèle en France, c'est qu'il y a la valorisation des actes. Donc il y a un débat à n'en plus finir, et comment on finance la médecine, d'un côté. De l'autre côté, justement, comment on construit un référentiel métier, indépendamment de la valorisation des actes. Alors en médecine générale, mais en psychiatrie, c'est quoi un psychiatre? Il y a toutes sortes de psychiatres, toutes sortes de pratiques, et comment on construit cette idée-là qui permet ensuite de construire une formation ajustée. Et c'est exactement la même chose dans tous les autres domaines des professionnels qui sont en contact, par exemple, avec les jeunes publics. On a parlé ce matin des 1,2 million, je crois, fonctionnaires d'éducation nationale, qui justifient, bien évidemment, pas tous, un niveau de formation qui leur permet de détecter. Et détecter quoi? Pourquoi faire? Mais justement, leur métier, c'est quoi? Et justement, la participation à l'identification, à la prévention, je pense que ça fait partie du métier de tout professionnel de l'éducation. Mais comment on définit ça sans plaquer? Et ça demande vraiment une réflexion globale, qui est une réflexion pluridisciplinaire, qui est extrêmement complexe, à mon avis, qui se heurte à tout un tas de différents niveaux de difficulté et qui est vraiment... à mon avis, une chose sur laquelle on bute et qui a un vrai enjeu. Et puis, ce n'est pas seulement la formation initiale, c'est aussi la formation continue.
formation continue en médecine, hein, c'est un truc des professionnels de santé, c'est un truc qui est... Voilà, hein, le DPC, etc. etc. Ben, pourquoi des programmes de DPC spécifiques par rapport à l'acquisition de compétences dans le domaine du repérage des maladies mentales? Normalement, l'organisation est faite comme ça. Alors, bon, on va voir ce que seront véritablement toute la mise en œuvre et la réalisation pour les professionnels. Il y a vraiment des enjeux très forts et je pense que, en tout cas, moi, dans ma fonction, une de mes fonctions de professeur de psychiatrie, j'essaie de réfléchir comment, sans vouloir transformer l'enseignement et la formation en une sorte de chose où on doit avoir un territoire. Le territoire de la psychiatrie doit être plus important que le territoire de la cardiologie, le territoire ou de je ne sais quoi. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est à quoi c'est utile pour la population et pour les professionnels qui sont en contact. Et je pense qu'il faut essayer de modifier ça. Alors, de plus, il y a eu des tentatives par le passé, récemment, dans les réformes pédagogiques, avec les modules, etc. Mais quand on regarde la réforme de l'examen national classant et la réforme des items qui a été faite récemment, alors elle a été coordonnée par mon ancien doyen, le professeur Detex, donc je ne peux pas dire de mal, parce que je l'aime beaucoup en plus, mais ça reste un empilement de connaissances, ça reste une insuffisance, volonté intégrative, mais aussi basée sur ce qu'est la réalité du travail. Et pour moi, c'est vraiment, je pense qu'on a un vrai défi à relever. Et on a l'avantage parce qu'on a une discipline quand même aussi. Moi, je pense que la psychiatrie s'est éloignée de la médecine à une époque. On en a parlé ce matin, le professeur Rouillon a parlé de ça. Mais je pense que la psychiatrie, c'est le parangon de la médecine. Parce qu'en fait, on doit prendre le sujet dans sa globalité, on doit travailler sur la relation et on doit revendiquer cette position d'être capable d'envisager les choses de façon globale, ce qui n'empêche pas la technicité, ce qui n'empêche pas la spécificité, mais on a des compétences, on doit les développer par exemple dans le repérage des maladies somatiques pour nous-mêmes, mais on a des compétences dans le domaine relationnel qui doivent s'étendre à l'ensemble de la médecine. La médecine ne doit pas être qu'une affaire de technique. C'est une problématique de relation, de la relation qui est essentielle. Et le repérage précoce, la prévention, ça passe aussi par ce sentiment d'étrangeté dans la relation qu'on peut ressentir avec un élève dans une classe, j'imagine, qu'on peut ressentir dans un certain nombre de circonstances. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à montrer à quel point on peut... Toute la médecine peut bénéficier de ce qu'est la psychiatrie et nous, ne pas nous enfermer dans notre splendide isolement de sachant les choses que les autres ne savent pas, et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, on pratique d'une manière spécifique, et je pense que ça, c'est vraiment un élément important. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros défi de la formation, au sens large, sur lequel on a les uns et les autres à s'apporter, et bon, il y a un peu d'évolution. Je trouve qu'on a une bonne marge de progression, c'est toujours rassurant. Alors Alain Gérard, un autre défi dont on a parlé là encore quand on préparait cette table ronde, qui concerne en quelque sorte l'élucidation des mécanismes de la dénégation qui entre en jeu lorsqu'un patient va annoncer à son patient qu'il souffre d'un trouble psychiatrique. Vous dites que ça, c'est un point extrêmement crucial que pour l'instant, on ne connaît pas très bien et qu'on a du mal à surmonter. Oui, on entendait ce matin ou cet après-midi là qu'il n'y avait pas assez de PHRC qui étaient déposés. Je pense que là, il y a 2-3 sujets, parce que c'est tout de même frappant de voir que dans certains cas, le diagnostic n'a pas été porté, mais moi je pense que souvent le diagnostic a été évoqué bien plus tôt dans la vie d'un sujet. Je pense par exemple que ça n'est pas après 6 épisodes qu'on a parlé de bipolarité. Quand on rentre vraiment dans le détail de la relation, les patients disent « mais oui, mais on m'en avait parlé il y a des années, mais simplement je n'y ai pas cru ». Donc je trouve qu'il y aurait une recherche à conduire, en effet, sur ce qui se passe quand le médecin a le sentiment d'annoncer voilà, sur tel et tel élément, je pense que vous êtes atteint d'un trouble bipolaire ou d'une psychose, et que le sujet, pendant des années, le sujet plus sa famille, va s'arranger à ne pas le prendre en compte. C'est vrai pour toutes les maladies, Frédéric le disait ce matin pour le cancer, c'est vrai dans plein de situations. En psychiatrie, ça l'est quand même beaucoup plus que dans d'autres maladies. Et je pense que c'est parce qu'il y a une possibilité en psychiatrie, dans les maladies mentales, de psychologisation des troubles, de trouver une explication psychologique à ce qui se passe qui permet de ne pas dire que c'est l'entrée dans une maladie. Et quelquefois, c'est vrai, parce que dans les schémas que l'on voit avec les phases prodromiques, cet enchaînement qui conduit inéluctablement à la maladie, un certain nombre de gens jeunes vont présenter à des moments donnés des symptômes
inquiétants et ne vont pas pour autant devenir psychotiques ou schizophrènes. Donc, il y a quelque chose qui est une recherche sur comment le sujet se défend en se disant bon, c'est bien normal que là j'ai été joyeux à cette période, il y avait tel et tel événement dans ma vie, et puis c'est normal que là j'ai été mal puisque j'ai perdu mon job, etc. C'est-à-dire une lecture événementielle de son histoire qui n'a rien à voir, par exemple, avec une maladie cyclique. Et la deuxième chose, c'est, je pense, une des grandes difficultés, c'est la différence entre l'annonce d'une fragilité ou d'une vulnérabilité et l'annonce d'une maladie installée. Je pense que, c'est un peu ce que vous disiez, je pense que ça fait terriblement peur d'entendre, voilà, je suis un sujet à risque, donc je vais devenir un sujet obligatoirement malade. Et je pense, il y a quelques années, on a beaucoup travaillé sur l'annonce du diagnostic qui était devenu un droit des patients et une annonce légale. Et moi, j'avais beaucoup réfléchi. Par exemple, vous disiez que ce n'était pas pareil dans d'autres pays en France. Je pense que, par exemple, les Américains ont un modèle de la schizophrénie qui n'est pas le nôtre. Un Américain à qui on dit « vous êtes schizophrène », il pense qu'il a une maladie de type neurologique, qu'on a des traitements, qu'on va le soigner, et que donc sa vie va être à peu près normale s'il prend son traitement. La représentation qu'avaient les psychiatres français il y a 10 ans de la schizophrénie n'était pas du tout celle-là. Donc, ce qui se passe dans la modélisation interne des médecins est à mon avis très importante, et je pense qu'il faudrait faire une recherche sur la manière d'annoncer à quelqu'un non pas une maladie, mais la probabilité ou le risque plus élevé qu'il a, et de lui dire, par exemple, je vous trouve pas bien, je suis inquiet de tel ou tel comportement, puis en plus, alors on voyait les facteurs de risque ce matin, vous habitez dans une grande ville où il y a beaucoup de bruit, et puis tel et tel argument, je pense que là, les patients rentrent beaucoup plus facilement dans le partage d'un risque que dans le partage d'un diagnostic. Merci beaucoup. Je vous signale que si vous avez envie de poser des questions à nos 4 intervenants, même méthode que depuis ce matin, vous écrivez sur un petit bout de papier et je me ferai l'écho de vos questions. Martin Hirsch, il y a un mot peut-être qui pourrait aussi résumer l'un des grands défis qui attendent la psychiatrie aujourd'hui, c'est le mot innovation. Innovation. Quand on est à la tête de l'assistance publique, je suppose qu'on doit y réfléchir. Quand on écoutait tout à l'heure Philippe Connus parler de ce qui se passait en Suisse, en tout cas, on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait une nécessité d'innovation, en particulier en ce qui concerne la prise en charge hospitalière, para-hospitalière des patients atteints de troubles mentaux. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons à l'assistance publique? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites, qui sont envisagées aujourd'hui, qui pourraient nous éclairer? Il y a une nécessité d'innovation et puis il y a une nécessité de savoir se remettre en cause quand il faut se remettre en cause. Par quoi j'aurais envie de commencer en parlant de psychiatrie, c'est de 2 observations qui m'avaient frappé quand je m'occupais du mouvement Emmaüs. Je vais venir à l'hôpital dans pas longtemps. Mais il y a 2 choses qui m'avaient frappé. La première, c'est quand on voyait les gens à la rue, on voyait beaucoup de personnes dont on se disait qu'ils étaient en fait aléatoirement, soit dans un hôpital psychiatrique, soit dans une prison, soit à la rue. Et que quand on regardait leur parcours, effectivement, quand on leur demandait leur curriculum vitae, on avait effectivement des périodes de prison, des périodes d'hospitalisation, des périodes de rue. Certains avaient des plus longues périodes dans un de ces 3 lieux que d'autres, mais que aucun n'était dans aucun de ces 3 lieux convenablement pris en charge, et que s'ils avaient été bien pris en charge, ils auraient peut-être pu éviter 1, 2 ou 3 de ces lieux. Et ça, ce déficit de prise en charge et ce côté, j'allais dire, aléatoire, était extrêmement frappant, et il est toujours vrai. La deuxième chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est de constater combien, quand on interroge, quand on travaille sur les personnes qui sont à la rue, à part celles et ceux qui n'ont pas de papier, etc., la plupart d'entre eux, on va retrouver une carence affective jeune, mal prise en charge. Et ma boutade à l'époque, c'était de dire la meilleure façon qu'il n'y ait plus de sans-abri à Paris, ça n'est pas de construire des logements, c'est d'améliorer la prise en charge précoce
de la souffrance affective, de la souffrance mentale, etc., etc. Ça ne portera peut-être que des fruits dans 15 ou 20 ans. Il faut quand même s'occuper de celles et ceux qui sont à la rue aujourd'hui. Mais on a une remise en cause, là aussi, assez fondamentale de la manière dont on peut agir. Alors, quelles sont les choses qu'on peut dévier et comment est-ce qu'on peut effectivement, quand on a un grand ensemble hospitalier avec des compétences dans tous les domaines et des compétences en psychiatrie et des experts ou des centres experts en psychiatrie dans cet ensemble hospitalier, qu'est-ce qu'on peut imaginer que l'on doit faire? Je dirais la première chose, c'est d'intégrer le projet psychiatrique dans l'ensemble du projet de santé. À la fois à l'échelle de l'hôpital, et pas considérer qu'une fois qu'on a tout traité, il y a les choses dont on doit se débarrasser, et heureusement, il y a la psy quelque part pour pouvoir s'en occuper, mais ne pas considérer, on le disait tout à l'heure, et ça fait le lien avec les interventions précédentes, je crois qu'il y a la moitié des malades pris en charge en psychiatrie dont le premier contact hospitalier sont un contact par le service d'accueil des urgences. Ce n'est pas un contact par effraction. Ils sont là, ils ont à être pris au sérieux ou pris en charge aussi bien que celles et ceux pour lesquels le premier contact hospitalier ou l'arrivée dans le service d'urgence est une douleur à la poitrine ou une autre problématique. Ils ne sont pas là par erreur et donc on doit être là pour être organisé, comme c'était indiqué tout à l'heure, pour pouvoir les recevoir, continuer la prise en charge au-delà du moment d'urgence, comme on le fait pour un malade somatique. Deuxième chose, quand je dis intégrer dans le projet hospitalier global, et là aussi ça fait écho à ce que disait le professeur Conus sur ce qui se fait à Lausanne, nous avons, nous, à l'hôpital, un système qui s'appelle l'hospitalisation à domicile, alors qui fonctionne à la suite d'un accouchement, qui fonctionne à la suite d'une opération, qui fonctionne dans un traitement d'une chimiothérapie pour un cancer, mais qui n'existe pas aujourd'hui pour la santé mentale et qui n'existe pas pour la psychiatrie. Donc on voit qu'on a là un outil, un levier, dont on a pensé qu'il pouvait être une bonne réponse pour d'autres problématiques de santé, pour d'autres maladies, mais dont on ne s'est jamais dit qu'il pouvait être aussi une bonne réponse pour les maladies psychiatriques. Donc nous allons introduire cette dimension dans le rôle de l'hospitalisation à domicile. J'espère qu'on ira aussi loin, en tout cas on pourra s'inspirer des interventions à domicile qui ont été décrites il y a quelque temps, mais là on a une marge de progrès dont on a vu qu'elle pouvait avoir des impacts en matière de qualité de prise en charge et de guérison, et probablement des impacts aussi en matière économique, mais la première partie du raisonnement suffit à la développer. Et puis également se dire que quand on définit un projet stratégique, un projet médical pour un grand groupe hospitalier, souvent à la fin on se dit « oulala, on a tout fait sauf qu'on a oublié 3 trucs, les vieux, les fous et je ne sais quoi d'autre. » Comment ? Les alcooliques, on ne se dit même pas qu'on les a oubliés. Voilà. Donc réussir progressivement à se dire que ce n'est pas ce qu'on met pour être sûr qu'on a bien coché la petite case dans un projet médical complet, mais quelque chose qu'on intègre, comme je le disais tout à l'heure, pour l'hôpital, dans juste la mission globale qu'on a. Le troisième enjeu, me semble-t-il, c'est bien de le faire rentrer dans la conception même du service public. La conception du service public, c'est de pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde. Quand un patient, au moment du dépistage ou de la prise en charge d'un cancer, se trouve par rapport à un autre avec un retard dans la manière dont on lui a fait son IRM, dont on lui a donné son premier rendez-vous, dont on l'a pris en charge, ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y a une inégalité. Ça devrait sauter aux yeux de la même façon que s'il y a une égalité parce qu'il y a errance, parce qu'il n'y a pas eu prise en sérieux, parce qu'il n'y a pas eu bonne orientation, etc., d'un malade qui souffre d'une maladie psychiatrique, ça doit être le même scandale d'inégalité de prise en charge. Et donc là aussi, on a à le faire remonter, j'allais dire, au même niveau de nos objectifs de logique de service public. La logique de service public, c'est d'être
de pouvoir offrir le meilleur service à l'ensemble des publics et de ne pas avoir une vitrine pour un certain nombre de publics qui peuvent s'y repérer plus facilement parce qu'ils ont les bonnes connaissances, les bons circuits, les bons niveaux de revenus, la bonne reconnaissance sociale, etc. Et puis que pour d'autres, ils soient laissés de côté. Le quatrième défi, me semble-t-il, c'est de convaincre que on peut avoir un impact et qu'on peut avoir des résultats et qu'on n'est pas simplement à gérer une fatalité, mais que c'est un domaine dans lequel on peut améliorer les choses, un domaine dans lequel on peut avoir un impact sur les grands indicateurs de santé, sur les grands indicateurs de mortalité. Vous avez beaucoup parlé, à juste titre, de la prévention du suicide et de la prévention du suicide des jeunes, et on peut savoir quel est le nombre d'années épargnées. Bon, je ne vais pas choisir l'un contre l'autre, mais je me dis qu'en matière de pilotage global, le fait d'avoir le dernier traitement anticancéreux pour lequel on va faire gagner 2 mois d'espérance de vie, il ne faut pas qu'il occulte la bonne prise en charge précoce, la bonne prévention, la bonne prise en charge des troubles mentaux qui permet de gagner des dizaines d'années d'espérance de vie. Donc ça, cet élément de mise en perspective et de démonstration que l'on peut avoir des impacts, que l'on peut avoir, que la notion de progrès médical, elle s'applique aujourd'hui à la psychiatrie depuis la recherche la plus fondamentale jusque l'ensemble des effets des bonnes prises en charge, ça me paraît un défi important. Et puis le dernier défi, c'est de bien faire la part des choses de ce qu'on ne fait pas assez bien aujourd'hui par déficit de connaissances, et il y en a beaucoup, il y a un besoin de connaissances sur l'étiologie, sur les mécanismes, sur les facteurs de risque, etc., etc. Il y a plus de connaissances qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 50 ans, mais il y a encore, c'est un domaine dans lequel on a un déficit de connaissances et un besoin de recherche évident. Donc de faire la part des choses de ce qu'on ne peut pas faire ou de ce qu'on ne fait pas assez bien aujourd'hui par déficit de connaissances, et de ce qu'on fait mal, non pas par déficit de connaissances, mais par déficit d'organisation. Sur le premier point, la réponse est d'encourager la connaissance, les PHRC, la recherche fondamentale, etc., 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 bien évidemment. Et sur le deuxième point, c'est de ne pas attendre qu'on ait résolu tout en termes de connaissances avant de résoudre nos questions d'organisation qui sont fortes, d'orientation, d'organisation, de prise au sérieux, de moyens suffisants, de présence. Tout à l'heure, on évoquait la présence des psychiatres dans les services d'urgence. Dans le plan de stratégie sur l'ensemble des urgences de l'assistance publique, il y a aussi de dire qu'il y a effectivement des services d'urgence dans lesquels il y a un psychiatre 24 heures sur 24. Il y a aussi des services dans lesquels ils ne sont pas présents. Toutes celles et tous ceux qui estimeront que dans leur projet d'accueil aux urgences, il y a besoin d'une présence psychiatrique 24 heures sur 24, devront l'avoir et l'auront. D'un point de vue concret, est-ce que, s'agissant du projet qui est en cours d'élaboration et qui concerne l'Hôtel-Dieu à Paris, en quoi est-ce que ce projet pourrait concerner d'une manière spécifique la psychiatrie ou pas du tout ? Si, très concrètement, oui. De plusieurs manières, mais non 2 manières. C'est effectivement, ou de 3 manières en réalité. C'est, première chose, de se dire que dans l'immense ensemble de l'assistance publique, on a besoin d'un lieu de coordination, d'orientation, de visibilité, d'organisation de la psychiatrie dans la paix et que l'Hôtel-Dieu peut le faire. La deuxième chose, c'est qu'il se trouve qu'effectivement, on joint toute notre tête de réseau de l'hospitalisation à domicile dans l'Hôtel-Dieu et c'est l'occasion d'intégrer la dimension que j'évoquais dans le développement de l'hospitalisation à domicile. Et la troisième chose, c'est de savoir que l'Hôtel-Dieu est ou va redevenir le lieu où peuvent converger un certain nombre de vulnérabilités, dont les vulnérabilités mentales, et que par conséquent, c'est un lieu dans lequel les réponses doivent être apportées, et en matière de consultation, en matière d'orientation, en matière d'ambulatoire, en matière de lit, halte, soins de suite, etc., on peut avoir un élément de prise en charge qu'on retrouve au cœur de Paris.
Merci. Alors ce matin, lorsqu'on nous a présenté cette étude qui a été réalisée par l'Institut Ipsos, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre défi absolument considérable qui était un défi d'information. On a vu à quel point il y avait une discordance énorme entre le fait qu'une grande majorité de nos concitoyens se sentent concernés, soit directement, soit indirectement via leurs proches, par la maladie mentale, et le fait que quand on les interroge plus spécifiquement sur quel niveau de connaissance ils ont s'agissant de la maladie mentale, on se rend compte qu'il y a une grande ignorance. À votre avis, tous les quatre, de quelle manière on pourrait essayer de résoudre cette équation qui a l'air d'être extrêmement difficile à résoudre? Je pense, pour commencer, il faut tout d'abord imaginer qu'on prend en compte une notion temporelle qui a été évoquée ce matin par Antoine Pellissolo. Ce n'est pas parce qu'on décide qu'on va changer les représentations sociales qu'on va les changer simplement en se disant une campagne d'information ne changera. Parce qu'on voit bien qu'on a le niveau de connaissance individuelle, puis les représentations sur la maladie. Donc la complexité, c'est d'arriver à maintenir dans le temps des plans et des stratégies de façon suffisamment soutenue et donc suffisamment longtemps pour qu'elles trouvent un réel impact. Deuxièmement, je pense alors, il y a des débats qui se font au niveau international sur les campagnes de déstigmatisation. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Il y a vraiment des débats là-dessus. Je pense pour autant qu'il faut essayer de coordonner en France, à proprement parler, des stratégies de déstigmatisation qui passent par, ce matin, M. Charrier, président de l'UNAFAM, évoquait le fait de, chaque fois que vous entendez quelqu'un utiliser de façon impropre, en tout cas inadéquate par rapport à la santé mentale, le terme schizophrène, le gouvernement est schizophrène, la direction de la PHP est schizophrène ou je ne sais quoi. Il faut écrire immédiatement aux journalistes pour... je ne sais pas... c'est pour ça, mais au cas où, j'ai dit la direction et non pas le directeur. Et donc, il faut interagir. C'est une question qu'il faut dire, n'utilisez pas ça. On voit bien que dans le langage courant, les termes psychiatriques sont utilisés d'une façon familière. On est psychotique, parano, schizo, je ne sais pas quoi. Et en fait, ça c'est une réalité. On ne va pas changer cette utilisation, l'évolution du langage. Donc peut-être... Alors, on n'est pas au Japon ici, mais c'est un exemple qui est souvent cité. Il faut rebaptiser la schizophrénie. Les Japonais l'ont fait. On peut penser que c'est des mesures extrêmement, enfin en tout cas symboliquement, extraordinairement porteuses de sens, dont l'effet sur des représentations ne pourra se mesurer qu'au bout d'un certain temps. Pas changer le nom qui change la réalité de la maladie, mais probablement ça témoigne de la capacité de la société à se saisir d'un problème et d'arriver à en faire quelque chose de cette façon-là, visible et volontariste. Et c'est vraiment la mobilisation autour de ce type de problématique. Après, on doit utiliser les différents canaux. Il y a des stratégies qui sont mises en place à l'École nationale de journalisme de Lille pour faire des formations aux journalistes pour pas qu'ils écrivent n'importe quoi. Je me tourne vers Frédéric, je ne sais plus exactement comme il a dit ce matin, mais bon, qu'ils ne stigmatisent pas les troubles du comportement chez les patients schizophrènes, etc. Ben, c'est pareil, ça contribue de ça. Le problème, c'est qu'il faut coordonner ça. Il faut coordonner, avoir un véritable plan soutenu dans le temps, maintenu avec des objectifs assez précis. Et puis, bon, la mesure, il faut se donner les moyens de la mesurer, hein, quand même, parce que c'est toujours pareil, on dit qu'il faut mesurer des indicateurs, etc. Je pense qu'on n'est pas assez professionnel sur ces indicateurs-là. Félicité Herzog. J'avais parlé d'une mauvaise et d'une bonne nouvelle, j'avais oublié de dire la bonne nouvelle, enfin entre guillemets, c'est que quand même on est dans un pays qui connaît une natalité incroyable, donc on s'adresse à un public de parents, de grands-parents qui est de plus en plus réceptif à ces sujets. Et pour ce qui concerne l'information, simplement que ce soit dans les écoles ou chez les pédiatres, simplement d'avoir de l'écrit, d'avoir accès sur Internet à des informations qui sont intelligibles. Enfin, il y a quand même beaucoup de sources d'informations. Et c'est comme c'est les 15-25 ans qui sont les plus touchés. Ils savent bien, les gens qui entendent des voix, que c'est quand même pas absolument normal. Donc, ils vont chercher de l'info. Donc, je pense qu'à moindre coût, on peut quand même faire pas mal de choses.
indépendamment de la presse et des médias qui comptent énormément, évidemment. Alain Gérard. Moi, j'ai une hypothèse, je vais essayer de vous la résumer. Je pense que le propre modèle que nous avons, nous, psychiatres, de la maladie mentale ou des maladies mentales, est un modèle qui, au sein de notre profession, est extrêmement hétérogène. Quand on parle de l'exception française par rapport à un certain nombre de sujets, je pense qu'il y a peu de pays où l'hétérogénéité du corps psychiatrique est aussi développée qu'en France. Et je pense que les patients ne s'y retrouvent pas parce qu'on ne leur présente pas une lecture nuancée des hypothèses autour de ces maladies. Et que quelque part, il y a une forme de bon sens qui fait que lorsqu'on leur dit « c'est génétique, c'est héréditaire », ou bien c'est votre famille qui vous a rendu malade, ou bien c'est parce que la société est injuste, quelque part, il y a un mécanisme interne, psychique, qui fait qu'ils n'adhèrent pas à ce discours. Et c'est vrai que quand on parle de psychiatrie, on parle beaucoup plus souvent dans la presse de données qui démontrent à l'évidence la supériorité de tel ou tel modèle conceptuel ou de tel ou tel modèle de traitement. Par exemple, beaucoup des éléments de la recherche clinique visent à comparer des modalités de soins. On compare tel type de psychothérapie contre tel autre, ou telle prise de médicaments au long cours contre telle forme de psychothérapie. Il y a assez peu d'études qui regardent ce qui fait que dans la vraie vie, assez souvent, il faut mieux à la fois avoir un effet social sur les gens, un traitement médical, et puis une forme de psychothérapie ou d'accompagnement. Ça n'est pas ça le discours. Le discours est beaucoup plus un discours quelque part conflictuel. Et je trouve qu'une des choses de la journée qui a été dit, le mot a dû être prononcé une bonne vingtaine de fois, c'était il fallait décloisonner. Sauf que moi, le décloisonnement théorique, je n'y crois pas. Je crois que le décloisonnement, c'est dans la tête de chacun qu'il a à s'opérer. Je pense que le modèle totalitaire qu'un certain nombre de gens ont en tête fait que le décloisonnement, il reste formel, il n'est pas effectif. Il n'y a pas cette espèce de doute interne qui permet le vrai dialogue autour d'une spécialité qui reste une spécialité quand même très très particulière. C'est vrai que la psychiatrie fait partie de la médecine, mais on n'a pas tourné l'Indien des plaines sur le diabète. Il y a quelque chose de particulier qui fait que nos modèles de pensée sont quand même pleins d'interrogations, de nuances, et que ça, c'est très difficile de le communiquer aux patients. Et je pense que quand on parviendra à mieux le communiquer, ils comprendront mieux, avec leur intelligence et leur bon sens profond, un peu ce qui leur arrive. Je pense que ce qu'on leur transmet est trop caricatural parce que nous-mêmes, nous avons des modèles de représentation qui sont un peu trop caricaturaux. Mais c'est mon hypothèse, hein, il n'y a rien de démontré. Martin Hirsch. Alors moi, je n'ai pas vu la manière dont étaient formulées les questions du sondage Ipsos. Je ne sais pas si la question qui a été posée, c'est est-ce que vous estimez ou non suffisamment informé sur la psychiatrie ou la prise en charge des maladies mentales, ou est-ce que les questions qui ont été posées étaient est-ce que vous ne vous sentez pas suffisamment informé sur le cancer qui peut vous concerner, sur les maladies cardiovasculaires qui peuvent vous concerner, sur les maladies psychiatriques qui peuvent vous concerner, et je ne sais pas s'il y a eu un écart particulier entre le manque de connaissances ressenties en matière de psychiatrie par rapport aux autres domaines. Du coup, nous, on est parti de l'idée qu'il y avait un manque d'informations et de connaissances dans l'ensemble de ces domaines. Et je pense que on a, par rapport, je pense que si on parlait du cancer, je me souviens d'enquêtes qui ont été faites par l'INCa sur l'information sur le cancer, on trouve aussi des chiffres qui ne sont pas du tout satisfaisants. Et donc, nous, notre tentative de contribution à ce défaut d'information, et qu'on commence après-demain en organisant des journées portes ouvertes pour la première fois dans l'ensemble des hôpitaux de l'assistance publique, c'est de dire notre devoir est de pouvoir vous recevoir, pas quand vous êtes hospitalisé, pas quand vous êtes malade, pas quand vous êtes anxieux, mais quand vous avez besoin de vous informer, et qu'on est là pour ça, et on peut vous recevoir
en vous montrant ce qu'on fait, en vous expliquant, en répondant à vos questions dans l'ensemble de ces domaines. Et je pense que ça sera intéressant, c'est une première édition, donc il y a beaucoup de conférences. Marion Leboyer en fait une parmi les différentes conférences qui sont faites, qui sont des conférences échanges. Il sera intéressant de savoir si il ressort un manque d'information, un besoin d'interaction dans certains domaines plus que dans d'autres, pour pouvoir ensuite adapter le type d'information qu'on délivre in situ, comme sur notre site internet qui doit être un des plus nuls de la planète des grands centres hospitaliers universitaires mondiaux, de telle sorte qu'effectivement, on fasse bien notre devoir d'information. Une question toujours pour Martin Hirsch. Un constat qui est apparu beaucoup ce matin qui concerne la recherche. Alors, ce n'est pas la casquette de directeur de l'AP, là, mais c'est plutôt la casquette spécialiste des flux budgétaires à l'intérieur du financement public. On a vu ce matin qu'il y avait une discordance absolument considérable entre la prévalence des maladies mentales, qui est énorme dans un pays comme la France, et le budget alloué à la recherche, le budget public alloué à la recherche, qui est, s'agissant de toutes les disciplines médicales possibles, sans doute le plus faible. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil finalement à donner à Marion Leboyer et à nos amis qui sont ici pour convaincre les pouvoirs publics de remédier à cette situation qui est absolument incompréhensible? Alors, si je lui donnais le conseil d'aller voir les autres disciplines en disant « Trouvez-vous que vous avez trop de financement par rapport à votre poids dans la prévalence des maladies ?» Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Elle trouverait que je lui donne un mauvais conseil. Si je lui donnais le conseil de pouvoir aujourd'hui doubler les budgets publics français sur la recherche, elle trouverait que c'est un sympathique conseil, mais peut-être un vain conseil. Et troisièmement, si elle pensait qu'elle avait besoin d'avoir mes conseils pour avancer, je pense qu'elle n'aurait pas beaucoup avancé et qu'elle avançait déjà elle-même. Notamment, on sait qu'aujourd'hui, on a probablement un peu plus d'espace au niveau européen où les budgets progressent un peu plus, sont moins structurés par le passé qu'ils ne sont au niveau français, et sur lesquels on peut, je pense, avoir une petite marge de progression. C'est un premier exemple. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même la création des instituts d'excellence. On a aujourd'hui une considération, une prise au sérieux de ce qu'est la recherche sur la santé mentale qui est, je pense, un peu plus prometteuse et dont j'espère que dans les 5 ou 10 prochaines années, on aura en partie rééquilibré ce déficit qui est patent. Merci beaucoup. Je n'ai pas reçu de questions de la salle. Je ne sais pas si vous en aviez. Ah oui, je vois quelqu'un là. Si vous parlez d'ici, je ne sais pas si on vous entend ou pas, mais je n'ai pas reçu de papier, donc allez-y. On vous entend très mal, hein, madame. Non. Alors, il faudrait que vous descendiez un petit peu. Je pensais qu'il y avait un micro, mais il n'y en a pas. Si, il y en a un. Il arrive vers vous, Merci. Oui, d'abord, merci à le Conseil économique et social et environnemental. Moi, je vais assez souvent à des conférences que je vous recommande à vous, messieurs, mesdames. Beaucoup. On apprend énormément de choses. Aujourd'hui, c'est un sujet tout à fait particulier et mon constat est simple. Bravo à vous, mesdames. Nous sommes nombreux. D'habitude, il n'y a aucune femme. Donc, merci. C'est un constat. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, moi, j'ai une question précise. Ce matin, on a vu dans la recherche un graphique ô combien intéressant. La France lilliputienne dans la recherche, mais les États-Unis au-dessus de leurs dépenses, vous savez, avec le bien-être, etc. Donc très haut, au-dessus de leurs dépenses, ce que je trouve formidable, parce que si on a une bonne communication avec eux, c'est top. Mais moi qui vais une fois de temps en temps aux États-Unis et qui à plusieurs reprises ai rencontré des psychiatres très rapidement, alors que ce n'est pas mon métier, quand je leur parle
du curatif, c'est-à-dire du bien-être, de soigner. Quoi soigner? On a très peu parlé du soin aujourd'hui, ô combien important. Eux, aux États-Unis, ils préconisent le médicament. Avant toute chose, le médicament. Or, moi, tout à l'heure, j'ai parlé aux 2 ou 3 psychiatres d'entre vous, ils ne préconisent pas le médicament. Pouvez-vous m'expliquer? Merci. Je pense que les prises en charge sont toujours des prises en charge pas univoques, hein, mais en fait, la santé est quand même quelque... Comment? Il va parler après, madame, vous inquiétez pas. Excusez-moi, j'ai simplement répondu au modérateur, je m'en excuse. Tous les deux. Donc, simplement, pour reprendre cet élément-là, la réponse médicamenteuse n'est jamais univoque, y compris aux États-Unis. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout un système de santé et en termes de prise en charge qui est comparable à la France. Et en fait, il y a une disparité des prises en charge qui dépend du type d'assurance maladie que vous avez et forcément le type de prestation médicamenteuse ou non médicamenteuse psychothérapique dépend de ça. En France, on a quand même un vrai problème, ça a été évoqué ce matin. C'est Annie Podor qui disait que les psychothérapies n'ont pas été intégrées, en tout cas les psychothérapies, la prise en charge par les psychologues notamment n'a pas été intégrée dans le dispositif de prise en charge, alors que c'est des recommandations. La HAS recommande par exemple pour les épisodes dépressifs l'utilisation en première intention des psychothérapies. Les psychologues, la prise en charge psychologique, à part dans les services hospitaliers, n'est pas remboursée. Ce qui est quand même une vraie différence, par exemple, avec nos amis suisses. Et probablement, ça impacte la manière dont on utilise les différents moyens thérapeutiques qu'on a. Mais la pratique est quand même celle d'une prise en charge qui articule à la fois les besoins médicamenteux d'un côté et les besoins de suivi psychothérapique, de quelque nature qu'elle soit, qui sont souvent essentiels. Alors on peut rentrer la psychoéducation par exemple dans un type de psychothérapie qui sont essentiels dans la prise en charge des maladies psychiatriques. Alain Gérard, vous allez répondre et vous allez même conclure cette table ronde. Oui, il ne faut pas que j'oublie de dire une chose pour conclure. Mais cette question, elle souligne bien ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire toujours retomber sur ces comparatifs. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser un système de traitement plutôt qu'un autre? Alors que dans l'immense majorité des cas, on sait bien que pour tout ce qui concerne les maladies mentales, il y a, à partir du moment où le seuil d'intensité et de durée de trouble est démontré, la nécessité d'un traitement et d'une pression biologique. Après, ce sont des études de recherche qui nous disent combien de temps il faut maintenir cette pression biologique, combien de temps et à quelle posologie il faut maintenir des traitements. La démonstration, quand l'épisode est marqué, qu'il fait un traitement précoce, tout le monde est d'accord. Et une fois démontré cette efficacité pour des seuils donnés d'intensité de maladie, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que soit des psychothérapies sont le complément indispensable pour que les récurrences ne reviennent pas, soit que des accompagnements sont nécessaires au niveau social. Et la difficulté ensuite est une question de moyens, et on retombe là sur les aspects techniques différents selon les pays. C'est vrai qu'en France, je pense qu'on a assez mal incorporé les psychologues, les psychothérapeutes et les travailleurs sociaux dans nos systèmes de soins. C'est vrai que là, il y a du progrès à faire. La logique montre que tout le monde est d'accord là-dessus. Et alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris ce que vous disiez sur les États-Unis, mais moi, une chose qui me frappe beaucoup, c'est quand on regarde les recommandations officielles des Américains, les Américains, on a beaucoup parlé par exemple des enfants hyperactifs, quand on regarde les recommandations de la société nord-américaine de pédopsie, ils soulignent énormément la nécessité d'un soutien psychologique, le fait de ne donner des médicaments que pour un certain temps, pour un certain type d'intensité de troubles. Et il se trouve que de fait, dans la pratique ensuite, pour des quantités de raisons de sous-équipement, les pratiques deviennent différentes. Mais c'est deux niveaux complètement de problème. Et un point que je voulais dire, si je conclus, parce que quand même nous sommes réunis ici pour dégager plus d'argent pour la recherche, et en particulier pour la recherche de fondamentale. Alors moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à se voir l'autre jour pour discuter de cette table ronde, à passer toute la journée ici. Et je dois vous avouer quelque chose. Et je pense que chacun peut se poser la question.
chaque année, je donne au Resto du Cœur. Et je ne donne jamais à l'INSERM ou à l'INRA, c'est-à-dire aux gens qui font la recherche pour améliorer la nutrition, pour améliorer le rendement des troubles. Et pour une raison simple, c'est que je privilégie totalement le court terme. Je sais qu'en donnant, et on me le dit sur mon papier, si vous donnez 300 €, vous allez nourrir tant de familles ou tant de gens pendant tant de temps. Et personne ne m'envoie des documents en me disant si vous donnez 500 € cette année, dans 20 ans, vous pourrez nourrir 20 000 familles. Et moi, je pense qu'il y a une question à se poser dans la communication par rapport à la recherche qui a à voir avec le rapport au temps, le rapport au court terme. Et je pense que ce qui fait qu'on n'arrive pas seulement nous, les psychiatres, chercheurs, hein, ce qu'on n'arrive pas à dégager de l'argent pour la recherche, c'est qu'on n'arrive pas à se détacher d'une pensée court-termiste. Merci beaucoup. Ma chère Marion... Non, reste là, reste là. Ma chère Marion, on s'était dit qu'on aurait un quart d'heure de retard. On a un quart d'heure de retard. On va écouter vos conclusions avec la plus extrême attention avant de terminer cette journée. Pardon ?